Comment on passe d'ingénieur ayant fait des études brillantes, il faut le dire, au néant, au rien? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de vide, ou plutôt d'entre-deux, de ces phases de transition qu'on peut vivre où on a un peu quitté ce qu'on était jusqu'à présent. Disons qu'on a construit nos vies sur des piliers qui se sont effondrés, et ce vide qui est laissé n'a pas encore été rempli. Et donc, on erre dans cet inconnu, sans savoir quand est-ce que de nouvelles fondations qui correspondent à la personne qu'on est devenu vont se forger. Et je parle de ça dans cette vidéo parce que j'ai le sentiment que c'est ce que je vis en ce moment. Dans ma carrière professionnelle, plus particulièrement, ça fait 2 ans que j'ai fait une pause professionnelle et je suis obligée de constater que la personne que je suis devenue pendant ces 2 années m'empêche de retourner à ma vie d'avant, mais j'ai pas encore clairement compris où cette transition est censée m'amener. Ce dont j'ai envie de parler peut concerner n'importe qui parce que on est beaucoup en fait à vivre des phases où l'ancien soi ne fait plus sens, mais le nouveau n'existe pas encore. Et je constate en tout cas qu'il y a quand même une forme d'insatisfaction généralisée sur le monde du travail, et je trouvais ça intéressant en tant que personne qui a suivi le système, de partager mon parcours et d'apporter ma perspective. Bref, vous l'avez compris, c'est un peu la traversée du désert, et je me suis dit que quitte à être paumée, autant en faire une vidéo. Mais plus sérieusement, je trouve ça intéressant en fait de partager mes réflexions en n'ayant aucune idée de où la vie est en train de m'amener. En tout cas, voilà, j'ai envie de vous parler de mon parcours, les réflexions que j'ai pu avoir, et à la fin de la vidéo, quand même quelques points que je trouve importants à retenir de tout ça. Sur ce, bienvenue dans mes ruminations mentales. C'est parti. Pour comprendre d'où je viens, je vous parle un peu de mon parcours rapidement. Je suis un pur produit du système scolaire français. Est-ce qu'en primaire, je faisais des cahiers d'exercices pendant les grandes vacances? Oui. Et j'aimais ça. Est-ce qu'au collège, je considérais avoir raté mon trimestre si j'avais 17,9 de moyenne générale au lieu de 18? Oui. J'étais cette personne-là. Après le collège, j'ai fait mon lycée à Henri IV à Paris dans le 5e, qui est connu pour être un des meilleurs lycées de France. C'est très élitiste. Évidemment, c'est pas du tout le milieu dont moi je suis issue, mais j'entre sur dossier dans ce lycée. Là, évidemment, je suis plus du tout première de classe. Il y a des élèves qui sont vraiment très forts. Donc, je fais mon lycée, j'obtiens mon bac, mention très bien. Et ensuite, je fais une classe préparatoire scientifique, toujours à Paris, toujours dans des lycées considérés comme prestigieux. Je fais ma première année encore à Henri IV. Puis, je vais à Louis-le-Grand et à Saint-Louis, pour ceux qui connaissent. C'est pas les meilleures années de ma vie, honnêtement. Mentalement, c'était très dur. Mais je finis tant bien que mal ces années de prépa et j'entre en école d'ingénieur à Centrale Marseille. Là, je fais mes 3 années d'études, tout se passe bien. En parallèle, je fais aussi 2 années d'alternance. Donc, j'ai une première expérience de l'entreprise de cette manière. J'ai mon diplôme et je remonte à Paris pour trouver du travail. En quelques mois, je trouve un job de consultante dans une boîte à Paris où je fais de la certification environnementale pour des projets de rénovation de bâtiments. En fait, à ce moment-là, je veux travailler dans le secteur de l'environnement parce que c'était le secteur dans lequel j'espérais donner un sens à mon travail. Au début, ça me plaît, j'aime ce que je fais, mais petit à petit, je commence à m'épuiser, à ne plus aimer ce que je fais. J'étais sur des projets qui me stressaient beaucoup. J'avais la boule au ventre en allant à mes réunions clients. Et comme j'avais des réunions clients toutes les semaines, j'avais la boule au ventre toutes les semaines, en gros, en pensant que ça allait finir par passer. Alors qu'on avait une grande liberté dans ma boîte, moi, je me sentais étouffée. En fait, je comprends que je suis pas à ma place. Et je m'éteins petit à petit. J'ai plus d'énergie physiquement à donner à ce travail. Donc, au bout d'1 an et demi, qui est pas si long que ça finalement, je pars en n'ayant aucune idée de ce que je veux faire. Mais de toute façon, pour moi, j'ai pas le choix. J'ai tellement plus de force pour continuer à faire ce que je faisais que je suis obligée de partir. Et là, je deviens un cliché puisque, comme toute personne en quête de sens qui se respecte, je pars voyager. Donc, je vais faire le Kilimandjaro en Tanzanie, puis je rentre en France pendant 4 mois et je pars ensuite 4 mois en Asie. Donc, je vais en Thaïlande, au Vietnam, à Bali. C'est mon premier voyage solo et en gros, j'adore. Voilà, ça me fait du bien. Je kiffe ma life. Je sens que ça me libère de peur et de blocage que j'avais. Et voilà, c'est vraiment puissant. Je ressens une expansion à moi qui s'opère grâce à ce voyage. Et c'est d'ailleurs le sujet de ma toute première vidéo YouTube, si ça vous intéresse. Ensuite, je rentre en France. Et là, le cliché continue puisque je comprends que en partant voyager, j'ai évidemment laissé de côté mes problèmes d'incertitude sur ce que je veux faire de ma vie pro.
Et donc, j'ai retrouvé ces interrogations telles que je les avais laissées, c'est-à-dire sans réponse. Le truc avec moi, c'est que j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Pendant mes études, j'ai toujours galéré à faire mes choix d'orientation. Je comprenais pas pourquoi on me demandait de choisir entre faire une filière scientifique ou une filière littéraire. Je trouvais ça ridicule. J'aime autant les maths que la philo. Pourquoi tu me demandes de choisir? J'avais une peur bleue de m'enfermer dans un chemin qui ne me correspond pas et de plus pouvoir en sortir. Donc, je fais mes études en choisissant des filières scientifiques dans le seul but d'avoir toujours un maximum de portes ouvertes. Et je finis donc par me rendre compte que les études que j'ai faites m'ont amené dans une direction qui ne m'épanouit pas. Et donc à ce moment-là, au moment où je quitte en fait mon travail, je vis le fait que la promesse du système éducatif français, qui serait de dire « travaille bien à l'école et ta vie professionnelle sera toute tracée, les portes seront ouvertes, en gros, t'auras pas de problème », cette promesse pour moi n'est pas tenue parce que dans ce discours n'est pas du tout anticipé l'énorme perte de sens qu'on peut vivre quand on découvre le monde du travail en sortie d'école. En fait, il y a une espèce de déception ou de désillusion où on se dit « mais j'ai vraiment fait tout ça pour ça ?» Parce qu'en réalité, l'école ne te prépare pas à être épanoui, elle ne te prépare pas non plus à être débrouillard dans ta manière de générer de l'argent, par exemple. L'école te prépare à rester dans un moule. Mais si tu as le malheur de vouloir sortir du cadre, ou même ne serait-ce que de te demander « mais pourquoi ce cadre ?» tu te retrouves très vite seul avec tes questions. Par contre, si rester dans ce cadre te plaît, alors oui, réussir à l'école va te faciliter l'accès à des postes plutôt bien rémunérés où tu fais ce qu'on te dit et tu gravis tranquillement les échelons de ta boîte sans te poser de questions. Et moi, en étant une bonne élève studieuse qui coche les cases du système, j'avais pas anticipé que potentiellement, j'allais plus rentrer dans le moule ou que ce moule allait m'étouffer. Et quand je dis ça, je parle pas que de moi. Par mes études, je connais des gens de mon entourage proche ou plus éloigné qui ont fait des écoles d'ingé ou de commerce. Et le constat est le même pour beaucoup d'entre nous. Globalement, je vois autour de moi une forme de déception généralisée, je trouve, et un manque cruel d'épanouissement. Alors, je prends ma part de responsabilité, évidemment, dans le fait de pas avoir accordé assez d'importance à ce que j'aime faire et avoir accordé trop d'importance à ce que je suis capable de faire. Et ça, je pense aussi que c'est dû au fait que quand t'es bon élève, déjà, on te promet un avenir réussi, ce qui est complètement faux. Et en plus d'être fausse, cette promesse t'empêche de te poser les bonnes questions parce qu'elle repousse dans le temps le face-à-face que tu dois vivre avec toi-même pour comprendre ce qui te fait vibrer. Et deuxièmement, quand t'es bon élève, généralement t'es bon élève dans plein de matières différentes. T'es bonne, que ce soit en maths, en français, en philo, en physique, en SVT, en histoire, en fait, peu importe, t'as des bonnes notes partout. Et donc, c'est plus difficile de savoir ce qu'on aime vraiment parce que est-ce que j'aime parce que j'aime ou est-ce que j'aime parce que j'en suis capable, parce que je peux le faire? Et donc, le fait d'en être capable, ça crée en moi un sentiment de satisfaction. Et donc, ce truc d'avoir accordé plus d'importance à ce que je suis capable de faire et avoir accordé moins d'importance à ce que j'aime faire, amène à ce que j'ai connu, un job de consultante à Paris qui te fait pas vibrer et où tu finis par profondément t'ennuyer. Inévitablement, de cette situation découlent des questions existentielles qu'on finit par se poser. Est-ce que c'est ça ma vie maintenant? Le fameux métro, boulot, dodo. Donc quelques mois après être rentrée de voyage, je décide de faire un bilan de compétences. En fait, je suis tellement à plat que j'ai juste besoin de retrouver un élan de quelque chose. Ce bilan, il dure 3 mois et il en découle principalement l'idée que peut-être que le salariat, en tout cas tel que je l'ai connu, n'est pas fait pour moi. Alors, c'est une hypothèse, je ne sais pas si elle est réellement vraie ou fausse, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des choses dans le salariat, tel que je l'ai vécu, qui me gênent réellement. Notamment le manque d'authenticité. Et c'est vraiment fatigant parce qu'on sent qu'il y a une dichotomie entre deux discours. Un premier qui dirait « on veut des gens qui sont force de proposition, on veut des passionnés, on veut ceci, on veut cela ». Et un deuxième discours qui est « oui, mais t'exprimes pas trop quand même. Reste à ta place et fais ce qu'on te dit, ce sera déjà très bien ». Et l'inauthenticité prend énormément d'énergie. Il y a d'autres choses, comme par exemple le fait d'imposer une manière de travailler que je trouve très robotisée, alors que la productivité, on sait qu'elle est fluctuante. Donc voilà, en fait, je trouve qu'il y a une accumulation d'incohérences qui, sur le long terme, sont fatigantes à vivre au quotidien. Maintenant, de là à dire que le salariat est pas fait pour moi, je sais pas si j'ai le recul nécessaire pour affirmer ça. En tout cas, je reste ouverte à y retourner pour vivre d'autres expériences et me forger une idée peut-être plus juste. En plus de cette interrogation sur le salariat, ce bilan de compétences, il me permet de commencer à comprendre ce que j'aime.
à mieux cerner ce qui m'anime. Je comprends que j'ai une curiosité pour tout ce qui a trait à la compréhension des comportements humains, tout ce qui tourne autour de la psychologie, la philosophie, les relations interpersonnelles, les neurosciences, même la spiritualité aussi. Mais voilà, ce sont les seuls éléments que j'ai, en gros. Donc, je me retrouve un peu le cul entre deux chaises, ce fameux entre-deux, où je n'arrive pas à dire au revoir au salariat, même si je sens que je ne matche pas complètement avec cette forme de travail. Je trouve qu'elle a aussi ses avantages quand même. Une stabilité financière où tu te poses pas trop de questions là-dessus, tu sais que tu auras ton salaire à la fin du mois, t'as pas de surprise sur le montant. Et je n'arrive pas à dire bonjour à une autre forme de travail, qui serait peut-être l'entrepreneuriat, ou en tout cas une forme de travail où on peut penser qu'on aurait plus de liberté. Quoique c'est questionnable parce que voilà, c'est peut-être aussi une liberté qui est déguisée en fait. C'est quand même une voie qui est compliquée, incertaine, instable, ou en tout cas cette stabilité, faut la construire. Ça peut prendre du temps, et donc je suis pas certaine non plus que l'herbe soit plus verte ailleurs. Donc en fait, j'en sais rien. Et me voilà dans ce dilemme intérieur que je n'ai pas résolu et que je pense beaucoup de personnes vivent, où trouver la balance entre notre besoin de sécurité et notre besoin de liberté. Et on a tous un peu ce tiraillement en nous, et je pense qu'il y a ceux qui ont trouvé leur équilibre et il y a ceux qui continuent de le chercher. Voilà où j'en suis pour l'instant. Il y a quand même quelques points à tirer de tout ça que je trouve intéressants à retenir. Premièrement, toute cette situation, elle me fait vraiment m'interroger sur mon rapport à la gratitude. Parce que je sais que peu importe notre situation, on est tous en train de vivre le rêve de quelqu'un. Parce qu'il y aura toujours pire que soi. Donc, quand on est insatisfait de ce qu'on a, quand on est insatisfait de ce qu'on vit, comment savoir si c'est parce qu'on n'est réellement pas à notre place ou si c'est parce qu'on manque juste de gratitude? Je me rends compte, moi, qu'avoir fait des bonnes études, dans le monde dans lequel on vit, ça reste une chance. Je me rends compte que se poser des questions sur le sens qu'on veut donner à sa vie, sur le temps qu'on passe sur cette terre, c'est une question privilégiée. Quand t'es réellement en mode survie, je pense pas que t'aies de temps à accorder à ce genre d'interrogation. Donc, disons que parmi tous les problèmes auxquels on peut faire face, en fait, je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir ce problème-là à essayer de résoudre pour moi-même et pas un autre. Ceci étant dit, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de réussir à se dire qu'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà et aspirer à mieux, à plus, à différent, ne sont pas incompatibles. Et je pense que pour être réellement serein, paisible dans sa vie, c'est important d'avancer dans les deux directions en même temps. En fait, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, parce qu'on vit tous le rêve de quelqu'un, sans pour autant s'interdire d'explorer, de découvrir autre chose si le cœur nous en dit, et pouvoir le faire sans ressentir une culpabilité à vouloir autre chose. Une deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que cette incertitude que je ressens vis-à-vis de ce que je veux faire de ma carrière professionnelle, elle est évidemment très désagréable à vivre, mais je garde la lucidité de me dire que c'est pas parce que c'est désagréable que c'est pas normal. J'ai jamais entendu quelqu'un vivre une période de transition avec un effondrement de ce qu'il a connu jusqu'à présent sans que ce soit désagréable à vivre. Mais c'est bien ce vide qui est laissé qui permettra d'accueillir quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je dis que ce vide, aussi désagréable soit-il, il est normal. Souvent, les situations désagréables, on veut les fuir, on y résiste, on panique. Alors que parfois, c'est exactement ce que tu as besoin de vivre pour te mener là où tu es censé aller. Donc j'essaie vraiment de vivre cette phase avec cet état d'esprit de me dire « c'est désagréable, mais c'est normal, tout va bien ». Et un dernier point que je trouve intéressant, c'est que je pense que pour être serein, il faut arrêter d'essayer de s'assurer un avenir certain. Je me rends compte que c'est ce que j'ai fait pendant toutes mes études en fait. Mon but en accordant autant d'importance à mes études, parce que vraiment quand j'étais ado, c'était ma priorité numéro 1, c'était mes études. Je comprends que c'était parce que je voulais m'assurer un avenir certain. Quand t'es au collège, tu crois qu'avoir le bac, c'est ce qui va t'assurer un avenir certain. Et puis t'arrives au bac et tu te rends compte qu'en réalité, t'as rien fait, c'est juste le commencement. Ok, je vais faire une prépa, je vais rentrer en école d'ingénieur, et là, mon avenir sera assuré. T'arrives en école d'ingé, t'as ton diplôme, et là, ah non mais attends, il faut que je trouve un taf. Bon, je trouve mon CDI, et là, mon avenir sera certain. Et puis tu te rends compte une énième fois que non. Et tu prends enfin conscience que toute ta vie, t'as été dans cette fuite en avant et dans cette recherche de sécurité que tu croyais trouver dans le fait d'avoir un avenir figé. Mais le propre de l'humain, c'est d'évoluer. Et donc, la sécurité se trouve en réalité dans le fait d'être à l'aise avec l'incertitude, avec le mouvant, avec le changement. De savoir que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, je vais réussir à retomber sur mes pas. Et construire cette assurance-là, c'est dur à faire,
Mais je pense que c'est ça qui permet en réalité d'être en paix. Et enfin, j'ai quand même envie d'ajouter que dans ce moment de flou artistique intense, je suis quand même contente d'avoir un espace qui est cette chaîne où je peux partager mes réflexions, partager ce que j'aime et parler librement de ce qui me plaît. Donc merci à ceux qui regardent mes vidéos, merci à ceux qui commentent, qui partagent leur avis, merci à ceux qui s'abonnent et je vous dis à très vite.